Bonjour. Aujourd'hui, donc, nous allons regarder comment il faut adapter nos méthodes de migration. On a vu à vitesse constante et puis aussi quand la vitesse dépend de la profondeur. Et donc maintenant, on rajoute la possibilité aussi d'avoir une variation latérale de vitesse. Ça, c'est dans le cas 3D là, mais nous, on se contente d'écrire les expressions dans le cas 2D en fonction de x et de z. Donc la vitesse va dépendre de x. Et alors, on va commencer par regarder ce qui se passe quand on a des faibles variations latérales de vitesse, là, et que donc on peut se contenter de faire des approximations sur les méthodes qu'on a développées. On n'a pas besoin de développer vraiment de nouvelles méthodes, là. Donc on peut faire ça, comme d'habitude, dans le plan XZT, là, en fait, ici. Ou alors après décomposition en ondes planes, en fait, ici, en apportant des corrections sur la propagation des ondes planes qui dépendent de la vitesse. Voilà. Donc, si on regarde de quoi il s'agit. Voilà. Donc, on a le dessin habituel ici d'un point diffractant dans un milieu XZ. Simplement pour mettre une direction latérale de vitesse, en fait ici on a simplement mis au-dessus une interface pensée entre deux milieux de vitesse différentes. Donc ici le dessin est fait pour le cas d'un milieu au-dessus de l'interface vitesse V1 lent et V2 en dessous de l'interface rapide. Voilà. Donc, ce qui se passe pour un point diffractant, là, ici, en XDZD, c'est que les rayons maintenant diffractés qui partent sous les différents angles d'incidence, en fait, ici, obéissent à la loi de Snell ici sur l'interface par rapport à la normale à à l'interface, en fait, ici, là, et donc θ1, θ2 sont reliés par la loi de Snell, donc comme V1 est plus petit, θ1 est plus petit, et voilà, et donc on a un changement, en fait, sur l'angle, en fait, ici, qui est lié à la présence de cette interface. Voilà. Suivant les incidences de départ du rayon depuis le point diffractant, ils obéissent tous à la loi de Snell, mais il y en a un en fait pour lequel en fait qui va traverser l'interface sans changer d'angle, c'est celui en fait qui est normal à l'interface ici et qui du coup continue en fait ici avec le même angle, c'est le seul. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que le rayon qui part à la verticale en fait ici du point diffractant et qui d'habitude arrive en XD, ici en fait il fait un angle avec la normale à l'interface et donc il est réfracté et il arrive en fait sous un angle non nul ici à la surface. Et donc la vitesse apparente en fait ici le long de la courbe de diffraction n'est pas infinie en fait ici, voilà. Là où elle est infinie, ça va être pour ce rayon particulier qui part en fait sous une incidence telle que quand il se réfracte ici à l'interface, il se retrouve vertical dans le milieu 1. Et donc ça, c'est le rayon pour lequel la vitesse apparente ici est infinie en fait ici là, en ce point-là. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est le rayon pour lequel la courbe de diffraction ici qu'on voit en bas dans le plan XT va correspondre en fait au temps minimum en fait ici. C'est si on imagine le front d'onde en fait ici là qui remonte ici vers la surface. La première fois où il arrive ici c'est quand il est ici orthogonal en fait ici à ce rayon là. Sur les autres rayons il n'est pas encore arrivé. Voilà. C'est la peine de faire des calculs pour comprendre qu'en fait ici le temps minimum il correspond à ce rayon. Et ce rayon, en sismique, on appelle ça le rayon image, là en fait, qui relie la position d'émergence du temps minimum sur la courbe de diffraction à la position du point diffractant. Voilà,
Et puis les autres rayons, là en fait ici sur le côté, bon, ben, ils obéissent aussi à la valeur nette. Donc ça c'est la première conséquence, c'est qu'on a ce décalage en fait ici entre la position du temps minimum et puis la position du point diffractant, donc on n'avait pas ça jusqu'à présent. Voilà, donc les trucs sont un peu décalés d'un côté ou de l'autre, là suivant le pendage. L'autre truc qu'on voit là, qui est facile à comprendre aussi, c'est que la courbe de diffraction, là, qui jusqu'à présent était symétrique là, de part et d'autre du minimum, maintenant devient dissymétrique, puisqu'ici, là, quand on part sur le côté ici comme ça, on traverse surtout un milieu lent, donc ça prend longtemps là, d'arriver à une certaine distance, et pour aller à la même distance de l'autre côté, on traverse surtout du rapide, et donc ça va plus vite, et donc en fait ici, on a quelque chose qui arrive plus rapidement pour la même distance que de l'autre côté. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette courbe de diffraction? Alors, donc, la chose qui va toujours marcher, c'est que si on est capable de calculer ces temps sur la courbe de diffraction, parce qu'on se connaît suffisamment bien déjà le modèle de vitesse, en fait, ici, ce qui est rarement le cas. En principe, donc, on va toujours pouvoir, en partant de ce point-là, calculer cette courbe de diffraction, aller chercher les amplitudes présentes sur la section XT sur le long de cette courbe de diffraction, sommer et mettre ça au point d'où c'est parti. Voilà, donc on rassemble en faisant ça. Donc c'est toujours le même principe, en fait, de sommation sur la courbe de diffraction. Mais pour être capable de faire ça, il faut être capable de calculer en fait ici les temps de trajet qui partent sur les côtés. Donc plus on va loin sur le côté, plus il y a d'incertitudes sur les vitesses latéralement. Et donc souvent en fait on est amené à se contenter de sommer en fait autour du rayon image, c'est-à-dire sur le sommet de la courbe de diffraction. Donc on va comme d'habitude se restreindre en ouverture angulaire. On abandonne l'idée d'aller chercher en fait ici les choses qui correspondent à des grands pendages, et on regarde en fait des pendages par exemple entre 0 et 30 degrés là, ou de moins 30 et 30 degrés, et donc ça veut dire qu'en fait on va s'intéresser simplement au haut de la courbe de diffraction. Alors le haut de la courbe de diffraction, comme en fait ici c'est plat là, en fait ici là, bon ben c'est quelque chose qui peut être approximé par un opérateur symétrique. Voilà. Donc on va avoir une tangence entre cet opérateur symétrique comme l'opérateur habituel et puis le haut de la courbe de diffraction. Mais après, ça va s'éloigner. Je ne l'ai pas dessiné ici, là. On verra ça sur une autre image, en fait, ici. Donc les deux s'éloignera, et donc on peut se contenter que d'essayer de rassembler en fait ce qui est au cours du sommet de la courbe ici pour le mettre en ce point-là. Alors si on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un opérateur symétrique en fait qui est donc centré en fait ici sur la position xi, puisque c'est là qu'on somme. Voilà. Et donc, alors si on fait comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que xi c'est xd là, et qu'on va mettre ici les choses dans le milieu sous xi. Ce qui est évidemment faux, puisqu'en fait l'onde, pour arriver là, elle est montée comme ça. Alors, on peut faire une correction qui consiste à, une fois qu'on a rassemblé l'amplitude ici à la valeur xi, on connaît le temps ti aussi là en fait, et donc il faut faire en fait à l'envers le chemin qu'a fait l'onde en montant. Et donc il faut tracer ce rayon en prenant en fait ici en compte la réfraction du rayon sur l'interface. Voilà, on change de direction et on continue à se tracer le rayon. Et ben alors jusqu'à quand on trace le rayon, ben en fait on calcule en même temps le temps que ça prend pour descendre là, en fait ici. Et puis quand on est arrivé au temps ti, ben en principe on est arrivé là. Voilà. Donc en prenant en fait, en traçant ce rayon, disons pendant le temps ti, on arrive à ce point-là. Et donc ce qu'on a obtenu par la sommation en fait ici sur le haut de la courbe de diffraction, on est capable de le remettre à la bonne position en fait ici au point diffractant. Voilà, donc cette correction, cette procédure de sommation sur quelque chose de symétrique plus cette correction par la rayon image ramène en fait les amplitudes qui sont parties de ce point-là, en fait ici à ce point-là. Évidemment, on a négligé ça, on a négligé ce qui est parti, là on n'a pas pris ça en compte, on a juste pris ce qui est en compte ici autour.
Voilà. Alors, il y a un article là qui montre des figures là, analogues, là, mais un peu plus précises là. Donc, on peut regarder. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est l'article de Black et Brostowski de 94 là, qui est référencé sur le site, qui montre, bon, qui rappelle le principe de la migration, en fait, ici, où donc pour une réflexion pentée sur l'opérateur de migration, en fait, ici, on récupère en fait donc sur la partie tangente là qui correspond au rayon commun entre la réflexion et la diffraction, en fait ici la partie de la réflexion en sommant sur la courbe, donc on ramène ça au point diffractant en fait ici. Voilà. Alors ici il y a ce terme là, la time migration curve, ça veut dire en fait c'est l'opérateur qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'est un opérateur qui est symétrique là en fait ici là, qui ne prend pas en compte des variations latérales de vitesse. Voilà, c'est celui qu'on va utiliser dans l'approximation qu'on vient de décrire. Alors, il reprend la même figure, là, en fait, ici, il a juste l'interface pentée dans l'autre sens, avec, donc, pour ce point diffractant en dessous, ici, le temps minimum, ici, pour le rayon image qui arrive perpendiculairement à l'interface. Bon, ici, ça c'est le point XZ, ça c'est le point XT. Temps minimum ici, les autres rayons se réfractent. Ici, donc, c'est plus rapide, là, voilà. Donc, on a les temps qui sont plus petits d'un côté que de l'autre, et ça s'accentue en allant vers le côté. Donc, ça, c'est la vraie courbe de diffraction. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on peut sommer sur cette courbe de diffraction. Mais si on fait, donc, si on utilise plutôt un opérateur symétrique, donc, alors ce que montre cette figure, c'est deux cas, c'est un cas où ça marche, un cas où ça ne marche pas. Donc le cas où ça marche, donc ça c'est l'opérateur symétrique sur lequel on va faire la diffraction, on va faire la sommation des amplitudes, qui est tangent là ici en haut à la vraie courbe de diffraction, qui est en trait plein, voilà, et qui donc sur laquelle, donc, en sommant, ben, on va récupérer cette partie de la courbe de diffraction, et puis ça, on ne le récupère pas. Voilà. Et donc, on somme, le sommet, l'opérateur, là, il est parti de, en fait, de cette position-là, là, sans prendre en compte la présence de la variation latérale de vitesse, ici, de l'interface pentée, en fait, ici. Et donc, ce que ça montre, c'est que si on trace, comme je l'ai dit, le rayon image, là, en fait, jusqu'au temps qui est là, on arrive au point diffractant, et donc on récupère bien ici le haut de la courbe de diffraction, on l'amène bien au plan P, donc on migre correctement les faibles angles en fait de diffraction. Voilà. Donc en fait les réflecteurs de faible pendage. Voilà. Et donc ça, c'est l'illustration de ce qui se passe en fait si dans le cas des grands pendages en fait ici là, donc des grands angles en fait ici. Donc c'est la même courbe de diffraction, et c'est le même opérateur migration temps en fait ici, mais bon ici la tangence commune se fait donc sur la partie qui a la même pente en fait ici, et où en fait on a un décalage entre le sommet de la courbe de diffraction et puis le temps minimum en fait ici sur la courbe de diffraction, un décalage latéral. Et donc, quand on va tracer le rayon image là, qui devrait partir de cette position-là, en fait ici, on va partir de cette position-là et on ne va pas arriver au point P. Donc en fait, mais ça c'est normal parce qu'en fait la correction elle est faite pour les faibles pendages, et puis pour les forts pendages, c'est fou. Voilà. Bon, ça c'est des calculs qu'on peut faire là, sur les angles. Alors là, il y a une image intéressante qui n'est pas... je peux essayer de changer l'exposition là. Pas terrible.
pas franchement mieux, mais bon. Voilà, donc, alors qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Là, ça c'est un exemple synthétique qui montre quoi? Qui montre ici dans le plan XZ une interface pantée là, qui fait la variation latérale de vitesse, et puis dessous une interface horizontale, et avec au milieu là, une espèce de V là, qui représente un synclinal. En fait, les, les segments de réflecteurs ici sur le côté font 45 degrés, donc sont fortement pentés. Voilà. Alors, le premier truc intéressant là en fait ici dont j'aurais dû parler dès le départ, c'est que bon, alors ici au-dessus là on sait migrer, c'est à vitesse constante au-dessus, donc la question c'est ici maintenant. Donc quand on regarde en fait le, la migration temps, alors en fait ce qui manque ici, non, elle est là, voilà, c'est la section à des ports nuls, voilà. Donc ça c'est le point de départ là en fait ici sur lequel on a la réflexion qui correspond à ça, et puis là ici la réflexion en dessous, là, voilà. On voit pas trop les ondes, mais on voit les temps de trajet. Alors, le premier truc là, que je disais là, c'est que la présence de la variation latérale de vitesse, là, elle met en fait une pente apparente, en fait, ici, sur la réflexion provenant de ce réflecteur horizontal. Voilà. Donc ça, ben, c'est parce que les rayons là, qui partent en fait ici perpendiculairement là-haut là, du réflecteur, là, en fait ici, ils se réfractent et donc ils sont plantés, et donc ça fait un dTdx non nul ici. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est une pente enfin, qui est simplement due à la variation latérale de vitesse et qui n'est pas du tout une pente sur le réflecteur. Donc la variation latérale de vitesse fait apparaître des pentes, disons, qui sont des artefacts quelque part, sur les vraies pentes même des réflecteurs horizontaux. En fait. Voilà. Donc, à nouveau, nécessité de migrer, là, parce que si on perd ça directement, on pense qu'il y a un pendage, alors qu'il n'y a pas du tout de pendage. Voilà. Bon, après, là, le synclinal, il fait la figure habituelle, à part qu'elle est dissymétrique. Donc, ça, on regardera une autre image après qui montrera ça. Voilà. Donc, cette image-là, maintenant, c'est la migration temps de ça. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé un opérateur symétrique qui ne prend pas en compte la variation latérale de vitesse, mais qui va chercher, en fait, ici, les tangences communes, là, partout. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette chose-là. Bon, alors on a corrigé en partie l'effet de la triplication là, due au synclinal. Mais en fait, il reste cette pente apparente là qui est due à la variation latérale de vitesse et qui ne correspond pas à la position du réflecteur. Et puis, on a aussi un décalage latéral, là, en fait, ici, au niveau du synclinal. Là, en fait, bon, l'image n'est pas parfaite. Voilà. Et donc, le point, c'est que maintenant, à partir de ça, il va falloir effectuer le tracé des rayons images dans ce modèle. On part à la verticale ici. On se réfracte ici à l'interface par rapport à la normale à l'interface, là, voilà, donc ça part ici comme ça, là, voilà. Et quelque part, quand on arrive ici, là, à la position du point diffractant qui est confondu qui est sur le réflecteur, en fait, ici, on s'arrête et donc on positionne, en fait, ici, ces amplitudes qu'on a migrées en profondeur en traçant l'ensemble des rayons images en partant partout en fait de la surface. Et ça fait cette correction ici, alors qui marche bien pour le pendage du réflecteur horizontal. Là, ce truc en fait ici est bien corrigé, voilà. Et qui ici marche imparfaitement, mais ça c'est en fait pas étonnant parce qu'en fait ici, c'est fortement penté, 45 degrés, et ça dépasse en fait ce qui est permis en fait dans
l'approximation qu'on fait en négligeant dans la migration, là, en fait, la présence de la variation latérale de vitesse. Voilà. Donc ça illustre les étapes, là, donc migration temps, c'est-à-dire avec un opérateur habituel symétrique, plus le tracé des rayons images qui permet de remettre ça en profondeur où il faut, si la pente n'est pas trop importante. Voilà. Alors, je disais que j'avais une autre image qui montrait ça, c'est celle-là qui est en bas, là, qui est ici sur le côté. Voilà. Bon, ben, c'est en fait la même chose que ce qu'on vient de voir, mais donc était avec un tracé simple de rayons pour notre réflecteur penté, deux vitesses différentes en dessus et en dessous. Voilà. Donc, alors, le réflecteur penté du dessus, là, c'est de la vitesse constante, il donne ce truc habituel, là, en fait, cette réflexion des TDX, sinus alpha sur V, là, avec le alpha de ce machin-là. Et puis en dessous, donc, c'est la même construction que ce qu'on avait déjà vu d'un synclinal, là, fait avec des arcs de cercle, en fait, ici, comme ça, là. Voilà. Et ben, ce qui se passe, c'est que, donc, maintenant, les rayons, là, montent en appliquant la loi de Snell, là, en fait, ici, partout, sous l'interface. Et du coup, en temps, en fait, ici, les réflexions issues du synclinal, ça donne ce machin-là. Là, donc, on retrouve la pente, en fait, ici, là, des choses qui, en fait, est horizontale. Et puis, on voit bien toute la dissymétrie, là, en fait, ici, sur le synclinal, là, qui est liée à la relation latérale de vitesse. Donc, le point, c'est que si on migre ça avec une bonne méthode, on obtient ça. Puis si on migre ça avec une méthode un peu... Alors ici, en fait, le rendage n'est pas trop important. Ça dépend aussi des vitesses, du contraste de vitesse qu'on met. Enfin, bon. Donc si on migre ça correctement, on retrouve en fait ici notre point de départ, là, qui est notre modèle correct, là, en fait, ici. Voilà, donc ça, oui, il y a ici la référence là, sur cet article que je vous ai montré, en 4 lignes, en fait, l'explication de ce que je viens de dire. Et donc, on peut aussi regarder maintenant comment on peut modifier les méthodes de phase shift, en fait, donc de décomposition en ondes planes, où on a vu que quand la vitesse dépend de la profondeur, il suffit en fait, quand on prolonge l'onde plane en profondeur, d'utiliser un KZ qui va utiliser la vitesse à la profondeur donnée, donc KZ devient de Z, voilà. Et donc ici, on va rajouter en fait une correction, là, qu'on va qui va permettre de prendre en compte, là encore imparfaitement, la variation latérale de vitesse. Et donc le principe, c'est chose qu'on peut comprendre intuitivement. Et qu'on peut démontrer aussi plus après, c'est l'an prochain en fait, de montrer comment on peut montrer ça plus rigoureusement, mais donc alors le principe c'est ça là, donc on est dans la méthode de phase shift où on fonctionne donc itérativement profondeur par profondeur, et donc on suppose en fait ici qu'on est à la profondeur Z où on connaît pkx de oméga xz, c'est-à-dire qu'on est parti du pkx de oméga en z égale 0, et puis on est descendu là en faisant les déphasages en fait ici qui correspondent à la profondeur. Voilà. Donc, alors maintenant, ce qui change par rapport à ce qu'on connaît, c'est qu'ici, dans la couche, il y a une variation latérale de vitesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est de fonctionner en deux temps, c'est-à-dire de considérer que
On a en fait dans la couche une vitesse moyenne qui dépend de z, hein, en fait, voilà, donc là c'est l'augmentation de vitesse avec la profondeur, auxquelles sont superposées des variations latérales de vitesse. Donc par exemple, si j'ai un réflecteur, enfin si j'ai une interface entre deux milieux qui passe ici dans la couche, là, bon, ben, j'ai V1 d'un côté, V2 de l'autre, je peux définir une vitesse moyenne en fait ici dans la couche et l'écart par rapport à cette vitesse moyenne de, de, à l'endroit donc en fonction de x en fait ici. Voilà, c'est cette chose là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on utilise cette vitesse moyenne pour faire la migration habituelle. C'est-à-dire que nos ondes planes, on les propage du haut en bas de la couche en leur faisant en multipliant pkx oméga z par puissance i kz de z delta z, et kz de z, c'est le kz qui va être considéré comme si on était à vitesse constante dans la couche, c'est-à-dire avec cette vitesse v bar de z. Donc, c'est un kz qu'on n'a pas besoin d'approximer. Là, en fait, ici, on peut utiliser l'expression du kz exact, c'est-à-dire prendre en compte tous les angles, en fait, et faire cette propagation pour tous les angles. Voilà. Et donc, c'est ce qui est représenté, en fait, ici par les rayons, en fait, ici, noirs, en fait, ici, qui correspondent. Alors, donc, dans l'algorithme ici, ça veut dire qu'on traite successivement toutes les pentes. Donc, quand kx égale 0, là, on va descendre ici avec kx égale 0, voilà. Quand kx sur oméga correspond à une certaine pente, là, en fait, on va descendre comme ça, voilà. Donc, on va descendre toutes les ondes planes de bas en haut, comme on le faisait d'habitude. Voilà. Et alors, bon, très bien, là on a fait comme si la vitesse était constante dans la couche, là, v bar de z, et on n'a pas du tout compte de delta v de x de z. Alors, ce qu'on va faire, le problème c'est que delta v de x de z, on doit être en fonction de x pour l'appliquer. On ne peut pas l'appliquer quand on est en kx, il n'y a pas moyen de mettre des variations en fonction de x, en fait, ici. Voilà. Donc, donc, en fait, on va se contenter de faire quelque chose qui est très similaire à ce qu'on fait ici au-dessus, c'est-à-dire de regarder des angles de propagation, faire une correction qui va s'appliquer. En fait, ici, c'est même pire qu'au-dessus, là, ça va s'appliquer à la propagation verticale. Et donc, on est descendu là, on a descendu toutes nos ondes planes ici. On revient en fonction de x, parce qu'on a traité tous les kx oméga, donc on peut faire la TF inverse là sur x, là, qui nous ramène en fonction de x. Et le résultat qu'on a ici, là, c'est notre onde qu'on a descendue, on va la remonter là-haut. On la remonte en multipliant ici par cet opérateur qui est là, ce qui, donc on fait remonter l'onde vers le haut, là, en mettant le bon signe, en fait, ici sur le déphasage, en fait, ici. Voilà, donc on est revenu là-haut. Donc quelque part, on a P de x oméga en Z, en fait. Voilà, on est remonté là-haut. Et en fait, maintenant, on va refaire descendre cette onde verticalement le long du trajet vert avec le terme qui est là. Mais dans ce terme qui est là, comme on est en fonction de x, on peut prendre en compte la variation latérale de vitesse. Voilà. Donc ici, quelque part, on défait le déphasage qu'on a fait là dans la direction verticale. Ici, on le refait, mais en prenant en compte que la vitesse ici, c'est pas la même que là. Et donc, en déroulant la phase, en fait, ici, dans la couche, avec une longueur d'onde, en fait, différente, qui s'ajuste, en fait, en fonction de la vitesse de x et de z. Voilà. Et donc, on corrige ici, de cette façon-là, la phase avec cette correction. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui s'appelle donc phase shift plus correction. Voilà, et quelque chose qui est simple dans le principe et qui marche bien là. Et qui va, donc ces déphasages différents, en fait, c'est ça qui va corriger justement l'effet qu'on voyait précédemment, là où on avait une pente dans le domaine T qui était simplement dû à la variation latérale de vitesse, et ces déphasages là vont corriger ça et les remettre à plat si c'est à plat. Voilà. Donc ça c'est la deuxième approximation qu'on peut faire.
Voilà. Et donc, euh, besoin de ça. Là, c'est bon, ben, c'est résumé ici, hein. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand on met tous ces puissance i, kz, delta z ensemble, ça fait le kz à la, donc ici, la v bar, j'ai appelé ça Vm, en fait, la vitesse moyenne. Voilà, c'est celui qu'on avait vu. Ici, on remonte verticalement, et ici, on redescend verticalement, mais avec la vitesse v de xz. Bon, ça c'est quand on exprime l'ensemble des choses. Là, en fait, ici, on fait le... Vous voyez, donc ici, on prend pkx oméga la profondeur z. On descend tous les kx oméga, c'est pas ça la ligne ici, donc avec le kz ici, qui est la racine carrée de 1 sur vm carré moins kx carré sur oméga 2, là, en fait, ici. Voilà. Et... fois delta z, on fait ça pour tous les kx oméga, on revient en x avec ici la tf en fait donc, sur kx, et on applique la correction en fait ici dans le domaine xz avec ces déphasages qui sont là. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien avec le même genre de limite qu'est-ce qu'il y a au-dessus là, c'est-à-dire que donc ça ne marche que si on a une variation latérale suffisamment petite en fait ici de vitesse en fait ici. Voilà. Bon. Donc eh ben, on va en rester là pour ce paragraphe et on va regarder la suite donc, dans un autre exposé. Au revoir.